La 55e session de la conférence des ministres de l'Éducation nationale a pris fin hier. Juste après, les ministres ayant fait le déplacement d'Njamena ont été reçus par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. À suivre également dans ce journal le début des travaux du 17e colloque sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine, colloque ouvert ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement. 22 nouveaux cadres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont prêté serment devant les membres de la Cour de justice de la CEMAC. C'était ce matin en présence de plusieurs personnalités. Bienvenue dans ce journal. En raison des vacances de notre éditorialiste Ahmad Makaïla, nous vous proposons ce soir la rediffusion de l'éditorial qui porte sur les investissements au Tchad. Suivez plutôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La destination Tchad est de plus en plus regardée par les investisseurs de tous bords depuis bientôt 4 ans. À l'absence d'un mécanisme de statistique, il m'est difficile de quantifier en termes de valeur ajoutée ou même de valeur absolue, mais comparé à la décennie 90, le sol tchadien a vu débarquer un bon nombre de faiseurs de richesses, de vrais, mais aussi de moins vrais, des filous, des charlatans, des prédateurs et même de vrais négriers des temps modernes. La tendance aujourd'hui est encore à la hausse après s'être tassée il y a 4 ans. On parle d'un troisième opérateur du cellulaire, sinon la vente d'une marque commerciale tout au moins avant la fin du premier trimestre 2013. On parle aussi d'une banque marocaine qui serait embusquée pour le rachat d'une partie des parts de l'État tchadien ou de la Banque Tchad. Du côté de nos amis chinois, une bonne dizaine d'entreprises auraient déjà fait les valises dans l'attente d'un charter vers le Tchad. On parle également de la Russie, de l'Inde et même de l'Empire du Soleil Levant qui serait intéressé par le gaz, les mines. Les nouvelles du front sont de ce point de vue bonnes, eux-mêmes rassurantes. Quid de l'emploi? L'emploi des locaux, bien entendu, car la plus-value pour l'État et les retombées pour le développement socio-économique, mais aussi et peut-être surtout l'amélioration du PIB, se mesurent non pas à l'échelle de la courbe des impôts, TVA et autres taxes douanières, mais bien plus à l'échelle des richesses consécutives aux emplois d'un côté et de l'autre l'accompagnement des PMI-PME locales. Vu de ces côtés, les choses sont moins rassurantes. Elles sont à la limite préoccupantes, pour ne pas dire angoissantes. La main-d'œuvre qualifiée, les postes de cadres restent encore inaccessibles et pour cause une qualification peu suffisante rend une volonté manifeste de mise à la périphérie des compétences nationales. Une sorte de condescendance maladive qui accourt selon que vous êtes formé sur place ou à l'extérieur, et ce même à compétences égales. Sont chassés des nationalités précises. Jamais les nationaux y accèdent. Le haut du personnel recruté en local travaille comme dans les plantations de la canne à sucre du temps de la traite négrière. Cette main-d'œuvre corvéable à merci ne participe à la vie de l'entreprise que pour accroître le bénéfice, mais elle doit se contenter de son traitement d'indigent et à vie. Les employés dans les milieux du privé vivent le martyre, frustration, harcèlement moral et de fois sexuel, sinon les deux à la fois. Brimades, psychiques sont les plats servis à chaud ou à froid, c'est selon le tout bien souvent avec la bienveillance des instances de régulation du travail. Le tribunal du travail est à ce qu'il semble l'instance judiciaire le plus sollicitée, mais les jugements rendus sur la période de 10 dernières années parcourus par l'équipe des enquêteurs de l'éditorial renseignent assez bien sur le caractère du combat de David contre Goliath. Mais de cela, je promets d'en parler la semaine prochaine, vivement lundi prochain. Pendant ce jour public, Idriss Déby a reçu le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Les relations tchado-françaises et la situation sécuritaire dans la Souris. Le chef de l'État a multiplié les rencontres symétriques. À la veille de son départ de Paris, il a reçu dans la soirée le ministre français des Affaires étrangères,
étrangères Laurent Fabius. Programmée dans le cadre de la visite officielle du président de la République dans la capitale française. Pendant plus d'une heure, renforce uniforme entre la France ainsi que des questions liées à la sécurité dans la sous-région et en République démocratique du Congo ont été largement abordées. Le président Idriss Déby Itno est très engagé dans la recherche de solutions pacifiques et concertées au Nord Mali et à l'est de la RDC. Avec le chef de la diplomatie française, le chef de l'État a fait le tour de la situation et Laurent Fabius est sorti rassuré de l'engagement des plus hautes autorités tchadiennes. Faire le point sur la situation du Tchad et les relations entre le Tchad et la France, la situation régionale. Et toujours un grand plaisir de parler avec le président. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a soutenu que les relations de coopération entre Paris et N'Djamena sont au beau fixe. Et les deux capitales travailleront ensemble pour le renforcer davantage dans l'intérêt bien compris de deux peuples. Avant de quitter Paris, le chef de l'État a donné une conférence de presse. Le président Idriss Déby Itno a abordé plusieurs sujets, notamment la relation Tchad-Libye. Voici un extrait des propos du chef de l'État. La Libye est un pays voisin du Tchad. Nous avons une frontière de plus de 1 mètre. Il n'y a aucune animosité entre les relations entre la Libye et le Tchad. Et d'ailleurs, je vous dirais que le 12, nous recevrons à N'Djamena le Premier ministre libyen. Il viendra le 12 à N'Djamena. Certes, il y a des situations qui flottent encore au niveau de la Libye. Ce n'est pas encore stable. Mais il nous appartient à nous tous, les pays voisins et les autres pays amis de la Libye, d'aider, d'apporter tous les soutiens nécessaires pour que le gouvernement libyen puisse s'installer, pour que le peuple libyen sorte, en fait, disons, de la situation de désordre actuel. Si la Libye ne sort pas de la situation de désordre, la circulation des armes va continuer, et continuer aussi, vous le savez, par ricochet, à alimenter le terrorisme dans le Sahel et dans le Sahara. Vous suivrez de la conférence de presse du chef de l'État juste après ce journal. Retour au Tchad où le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar a reçu hier les ministres de la Confémen venus prendre part à la 55e session de la francophonie. La délégation est conduite par le président en exercice sortant, le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Ramadei Hassan. La délégation de la Confémen qu'accompagnait le ministre tchadien de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, Fétchou Etienne, est venu rendre une visite de courtoisie au Premier ministre Emmanuel Nadingar. La Confémen œuvre pour la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Au cours de cette audience, le chef du gouvernement et les éminentes personnalités de la communauté éducative venus spécialement pour participer aux travaux de la 55e session de N'Djamena ont passé en revue le plan d'action, le budget programme, les recommandations ainsi que le statut du personnel de la Confémen. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a relevé que la tenue de cette session témoigne de l'intérêt que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, accorde au secteur de l'enseignement et de la formation pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le président en exercice sortant de la Confémen, le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, a exprimé la gratitude de la Confémen à l'endroit des autorités tchadiennes pour avoir accepté d'abriter cette rencontre. Au sortir de l'audience d'une trentaine de minutes, Serigne Mbaye Thiam, ministre sénégalais de l'Éducation nationale, a expliqué le programme d'analyse des systèmes éducatifs des États membres de la Confémen, PASEC, dont l'objectif est d'aider le pays membre à faire des évaluations de leur système éducatif. Cette session a connu un succès tant du point de vue de l'organisation que du point de vue des résultats de nos travaux, où notamment un certain nombre de projets ont été mis en œuvre. Je veux parler du projet d'analyse du secteur éducatif de la Confémen qui va permettre de faire des évaluations
au niveau d'une dizaine de pays. C'est un échange d'informations, de partage d'expériences réussies dans le domaine de l'éducation. Et la Confemen apportera un appui au Tchad. Créée en 1960, la Confemen est la plus ancienne institution de la francophonie. À ce jour, elle compte 44 États membres. Un colloque sur la pharmacopée africaine s'est ouvert ce matin à l'université de Toukra, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique et le CAMES. Ce colloque regroupe les représentants des 15 pays africains. C'est le Premier ministre Emmanuel Nadingar qui a ouvert les travaux. Ce colloque qui réunit les experts du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et les tradis praticiens n'a pu se concrétiser que grâce à une action synergique bien menée pour servir une même cause. Il s'agit de valoriser le savoir-faire séculaire endogène du continent en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle africaine. Au cours de ces travaux, des échanges porteront sur 25 communications scientifiques réparties en 5 commissions thématiques. Les recherches botaniques, les recherches phytochimiques, les études sur les aspects cliniques et les problématiques pharmacotechniques. Cette rencontre sera également un creuset de brassage et de partage d'expériences entre les tradis praticiens. Le président du comité d'organisation de ce 17e colloque sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle a salué l'appui du gouvernement sans lequel ces assises ne pourront se tenir. Le recteur de l'université de N'Djamena, Ali Abderrahmane Hagar, s'est réjoui du choix porté sur le Tchad pour abriter ces assises. Choix qui se justifie par la place qu'occupe le Tchad au sein du CAMES. Il s'agit pour chacun des experts, au-delà des us et coutumes de ce colloque, de sortir des sentiers battus en s'inspirant de ces axes pour envisager comment améliorer de manière optimale ce programme dans un contexte du XXIe siècle. Dans cette même veine d'innovation, il paraît opportun de constater que le programme pharmacopée et médecine traditionnelle africaine mis en place en 1974 est jusqu'alors le seul qui permet de mutualiser l'expertise des chercheurs de l'espace. Pour plus de rayonnement et d'efficacité, le CAMES se doit de changer de stratégie en identifiant d'autres champs disciplinaires de mutualisation du savoir-faire des experts de son espace. Outre les débats et communications, le colloque sera également marqué par une exposition. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar et ses proches collaborateurs, les membres du gouvernement ainsi que des invités ont donc visité tour à tour les stands. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est dit honoré du choix des autorités du CAMES porté sur le Tchad d'abriter ses assises. Nous l'écoutons. L'exercice de la médecine traditionnelle est courant en République du Tchad et sa légalisation est en cours. Cette pratique cadre également avec les objectifs du Tchad en matière de politique de santé publique. Le secteur de santé, malgré des efforts notoires et des moyens importants mobilisés par l'État et les partenaires, souffre d'un certain nombre de problèmes, dont la faiblesse de la couverture sanitaire de base, l'absence d'une production pharmaceutique locale entraînant une forte dépendance extérieure en matière d'approvisionnement en médicaments, la menace de disparition de certaines valeurs de notre patrimoine culturel dont la médecine traditionnelle à cause de la non prise en compte de ses fondements et de ses principes dans les programmes de formation médicale et paramédicale. Ces problèmes nous imposent la nécessité d'élaborer une politique de médecine traditionnelle orientée vers les objectifs de santé publique et basée sur une stratégie de complémentarité avec la médecine moderne. Ce colloque arrive à point nommé pour permettre d'affiner notre stratégie qui s'articulera autour de 3 axes, à savoir l'intégration, la recherche, la formation. Nous sommes convaincus
que les nobles objectifs poursuivis par le colloque et les conclusions auxquelles ces travaux aboutiront vont constituer un instrument privilégié de prise de décision. Malgré les progrès réalisés par la médecine moderne, il n'est pas exagéré de dire qu'elle n'est pas parvenue à couvrir tous les besoins des populations en soins médicaux. C'est dire que son couplage avec la médecine traditionnelle et la pharmacopée africaine constitue une priorité en matière de politique sanitaire, de recherche et de formation. Il est démontré que la médecine traditionnelle et la pharmacopée, nous espérons que de ce colloque de Toukra sortiront les éléments de réflexion et après la couverture sanitaire dans nos pays respectifs. Communiqué de presse où le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, SINEX, s'est dit une fois de plus profondément préoccupé du climat social qui se dégrade depuis le mot d'ordre de grève lancé par l'Union des syndicats du Tchad, UST, en date du 17 juillet 2012. Cependant, pour le SINEX, l'annulation des accords signés entre le gouvernement et l'UST n'est pas la solution à la crise en cours. Il en est de même de l'observation d'une journée ville morte posée par la société civile indienne. Cette journée ville morte n'est pas la solution envisageable et fiable aux problèmes de l'heure. Aussi, le SINEX demande-t-il à tous ses membres d'évacuer normalement à leurs occupations d'enseignement et de recherche le mardi 11 décembre 2012. A contrario, le SINEX appelle le gouvernement et l'Union des syndicats du Tchad à la retenue et au sens du patriotisme. En effet, le dialogue est aux yeux du SINEX la seule voie de résolution. Par ailleurs, le SINEX demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'impliquer personnellement dans la résolution de la crise sociale au fin de soulager tout le peuple tchadien. C'est un communiqué qui porte la signature du secrétaire général Mohamed Nour Ahmad Roufaï. L'Alliance tchadienne universelle pour la défense des droits de l'homme également, par son secrétaire général Cheikh Saïd, s'oppose à cette opération ville morte et dénonce l'attitude peu responsable de cette société civile ayant initié cette journée ville morte. La Cour de la justice CEMAC, conjointement avec la commission CEMAC, a organisé ce matin une audience solennelle des prestations de serment des nouveaux cadres de la communauté. C'était en présence du ministre de la Justice représentant le gouvernement, Gandata Wamia. Après la prestation de serment du président et de la vice-présidente de la commission CEMAC en août dernier, vient le tour du commissaire de la commission de la CEMAC, du secrétaire permanent de la GABAC, groupe d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique centrale, du secrétaire permanent et aux experts du comité inter-État des pesticides en Afrique centrale, CEPAC, de se livrer au même rituel. Ce sont 22 fonctionnaires de la communauté qui ont prêté serment au cours de cette audience solennelle. 4 commissaires à la commission de la CEMAC, un secrétaire permanent du GABAC et 17 experts membres statutaires du CEPAC ont juré fidélité, loyauté, confidentialité et indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Votre serment de ce jour vous renvoie légalement à l'exercice de vos fonctions respectives que vous aurez à assurer avec compétence et efficacité sous le regard de la communauté. Monsieur l'avocat général vient de révéler vos mérites professionnels qui sont à la hauteur de vos tâches communautaires d'intégration dans divers domaines et pour la première fois, la Cour de justice a reçu un grand nombre impressionnant de candidats à la prestation de serment, ce qui témoigne le renforcement des capacités de gestion de la communauté. Un signe encourageant du progrès de notre sous-région d'Afrique centrale
qui a besoin de rattraper son retard constaté dans certains domaines d'intégration. Dans sa réquisition, l'avocat général a rappelé aux nouveaux acteurs de la communauté les morts de leur mission. Pour Lucien Paga, ceux-ci doivent s'armer de courage, d'abnégation, d'efficacité et de solidarité pour relever les nombreux défis liés à leur mandat. Surtout ceux relatifs au chantier du processus de l'intégration qui sont nombreux et complexes. L'avocat général n'a pas rappelé le rôle que jouent ces deux institutions spécialisées de la CEMAC. Le CEPAC, qui a pour idéal l'assainissement de la production agricole et de l'environnement en zone CEMAC, doit œuvrer pour la sécurité alimentaire à partir notamment du contrôle des productions, de l'homologation, de la commercialisation et de l'utilisation des pesticides. Le GABAC, pour sa part, lutte contre le blanchissement d'argent et des produits de crime. La mise en place harmonisée et concertée des mesures appropriées à cette lutte dans la CEMAC et l'assistance des États membres dans leur politique anti-blanchissement. Chacune des 22 personnalités ressortissantes des États membres de la CEMAC va désormais œuvrer à conduire et consolider le processus d'intégration cher à la communauté. Un retour à signaler, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Béchir Okourmi, a regagné N'Djamena en provenance de Doha au Qatar où il a participé aux travaux de la 18e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et à la 8e session de la Convention des parties au protocole de Kyoto. Les activités de sensibilisation et lutte contre la corruption ont pris fin hier après-midi à l'hôtel Santana. La rencontre est organisée par l'Association de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Tchad. Ghislain Tchanikoudou. La corruption, une entrave au progrès socio-économique. L'Association de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Tchad, Alcomet, s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de lutte contre la corruption. Cette journée est placée sous le thème « Engageons-nous tous contre la corruption ». Pour la commémorer, l'Alcomet a organisé quelques activités de sensibilisation à l'endroit de la société civile. L'Alcomet est né de l'observation des mécanismes de corruption, des rythmes accélérés de détournement des ressources publiques. La corruption est un phénomène mondial. Elle sévit au sein de toutes les couches sociales. C'est une réalité que nous vivons quotidiennement dans notre pays. Le coordonnateur de l'Alcomet appelle tout un chacun à entreprendre des actions énergiques contre les corrupteurs et les corrompus afin d'impulser des valeurs éthiques au comportement. Il sollicite l'appui de toutes les institutions et du gouvernement à son association pour contribuer à ce changement de comportement. Le représentant du ministre de la Justice de l'assainissement public se félicite de la lutte que mène l'Alcomet aux côtés du gouvernement. La lutte contre la corruption, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit lutter contre la corruption, mais tout un chacun. Chacun de nous doit faire de sorte qu'on lutte tous ensemble contre la corruption. En 2007, le Tchad était classé en tête des pays corrompus. Mais avec la création du ministère de la moralisation, puis de la justice, de l'assainissement public et de la bonne gouvernance, la situation s'est nettement améliorée, a souligné Mahamat Abderrahman. Cependant, conclut-il, le combat n'est pas encore gagné. Suite de notre reportage sur la mission conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire dans la zone méridionale du pays. Après le Moyen Chari, c'est dans le Logone occidental et le Mayo-Kébi Est que le chef du dit département a posé la première pierre pour la réalisation des salles de classe et centres de formation des jeunes. Adoumbe Hortense. Engagé dans sa phase opérationnelle, Proadel 2 arrive cette fois-ci dans le Logone occidental. Ici, 14 micro-projets d'une valeur de plus de 36 millions y seront exécutés. Ce qui urge, c'est d'offrir aux élèves de Cana 3 quelques salles de classe équipées de tables-bancs au sein de cet établissement où plus de 400 élèves étudient sous des hangars. Il est aussi prévu un bloc latrine à 3 compartiments avec un forage manuel. Le gouverneur du Logone occidental, Haroun Saleh, a convié l'entreprise de construction à observer les règles de l'arrêt tient au respect du délai d'exécution. C'est dans le dialecte de la localité que le ministre de l'Aménagement du territoire a sensibilisé les parents sur la scolarisation massive des enfants. Car, dit-il, le développement du monde rural ne peut être effectif qu'à travers les cadres bien formés.
À Gounougaya, où la population est à majorité jeune, le ministre de l'Aménagement du territoire a posé la première pierre de construction des centres de formation des jeunes. Ce joyau, qui bientôt surgira du sol, prévoit plus de 30 bureaux équipés et des machines à coudre pour la formation des jeunes filles. Ce centre de formation comporte l'équipement suivant: 31 bureaux en bois rouge, 31 chaises, 2 armoires. Le coût du marché est de 33 621 590 francs CFA et le délai d'exécution est de 4 mois. Les jeunes de la Kabia, émerveillés, expriment leur satisfaction. Nous osons croire que ce n'est qu'un début des choses, car la jeunesse nourrit des ambitions d'étudier dans de bonnes conditions afin de pouvoir s'intégrer dans la vie active. Pour le maire de la ville de Gaya, le gouvernement, à travers ce geste, promeut le développement à la base. Affirmation soutenue par le préfet de la Kabia, Mbaïlemal Michel, qui a au nom de sa population remercié les plus hautes autorités. Cette nouvelle brève, la télévision nationale renforce son équipement de retransmission des événements en direct. Elle vient donc d'acquérir de nouveaux matériels pour son utilisation optimale. Une quinzaine de techniciens de l'ONRTV ont débuté ce matin pour s'approprier de ces nouveaux outils modernes et indispensables pour le passage au tout numérique. Pour le formateur, le nouvel équipement acquis offre plusieurs avantages pour rendre plus efficaces les retransmissions. Suivez plutôt Benoît Vincent. La formation a pour but de familiariser les équipes techniques ici avec le nouveau matériel, à savoir une régie mobile compatible 3 caméras complètement HF. Donc les 3 caméras sont mobiles et permettent une autonomie en termes de diffusion. Toute la partie caméra est centralisée sur la partie mixage qui, elle, est raccordée sur un système de transmission par satellite en bande C, permettant de remonter ce contenu d'information directement jusqu'à la télé. La région du Mandoul constitue un des foyers de la mortalité maternelle selon les indicateurs en santé de reproduction. Pour prendre le pouls de la situation, les journalistes en santé de la reproduction et les violences basées sur le genre ont fait une descente sur le terrain. C'est à travers des rencontres notamment avec les femmes porteuses des fistules qu'ils ont pu s'enquérir de la situation. Détail, Adoum Abdelkader. Koutou Clarisse, la quarantaine à peine, et déjà 9 enfants. Le dernier a été à la base de son mal. Après 3 ans de vie avec la fistule, elle est aujourd'hui guérie de son mal. Koutou livre son témoignage à l'équipe du Cercle. L'histoire de Koutou sonne comme une mélodie d'espoir pour les femmes de la région. La situation dans le Mandoul était alarmante. Aujourd'hui, elle s'améliore. Dans le passé, il y avait des problèmes d'insuffisance des structures sanitaires, il y avait des problèmes de personnel, mais ces derniers temps, il faut reconnaître qu'il y a eu une amélioration qui s'est faite. Donc, si on voit bien, la tendance est en baisse. Ici, au centre hospitalier Baptiste de Koumra, une longue file d'attente à la consultation démontre que les femmes enceintes ont fait compris la nécessité de la consultation prénatale. Même si le personnel soignant est à pied d'œuvre pour inverser la tendance, l'on déplore cependant le manque d'équipement. Le gouverneur de la région est intransigeant face à certaines pratiques qui contribuent à la mortalité maternelle et aux violences basées sur le genre. Malgré les moyens mis par l'État, ce taux-là va grandissant. Mais il y a un problème. C'est une aberration. Donc je pense que nous avons encore beaucoup à faire et c'est ensemble que nous parviendrons à relever le défi, nous parviendrons à atteindre ce but dont nous sommes tous fixés. Avec la descente et les données recueillies sur le terrain, les journalistes du Cercle vont pouvoir faire une meilleure médiatisation de la situation. Retour en Djamena où l'UNFPA a remis un don de matériels médicaux ce matin au centre de santé Roi Faisal. Ce don permettra au centre de santé de renforcer la qualité des services. Pour le représentant de l'UNFPA, Mamadou Diko, ce centre mène des activités remarquables malgré quelques difficultés. Pour lui, c'est un geste symbolique composé des équipements médicaux, techniques et produits de soins destinés à réduire la qualité maternelle et infantile.
Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar, s'est dit marqué par la volonté de cette institution onusienne qui ne cesse de les appuyer au moment indiqué. Restons toujours dans le cadre de la santé où le gouverneur de la région de Bahr el-Ghazal a lancé vendredi dernier les activités vaccinales de la poliomyélite. Granga Chamirima nous fait le point. Voilà, on me fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt, donc nous allons refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.